À présent, j'ai l'honneur de vous introduire à Monsieur Marcel Augustin, agronome de profession, fort de son expérience remarquable dans son domaine. Notre invité a accepté aujourd'hui de partager avec vous son expérience, son parcours, ainsi que les réalités concrètes de son métier. Je vous invite à l'accueillir, s'il vous plaît. Commencer. Je sais que vous l'avez déjà fait. Étant donné que moi je suis agronome à la lumière de l'Esprit Saint, je vous demande de bien vouloir vous mettre debout. Nous allons évoquer l'Esprit Saint pour que nous puissions avoir du discernement à l'écoute de ce que nous allons entendre, de ce que nous allons dire. Père très saint, Dieu de bonté de miséricorde, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci, Seigneur, pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour ce séminaire d'orientation que tu as préparé pour nous. Dieu du ciel, Seigneur, nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint pour qu'il puisse nous accorder du discernement à l'écoute de ce que nous allons voir et entendre. Merci Seigneur de nous envoyer ton Esprit Saint. Chantons ensemble, ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Mes chers amis, je viens d'écouter le premier intervenant, Madame la psychologue, quand elle avait essayé de dénombrer les futurs techniciens. À l'entendre parler, il semblerait qu'il n'y avait qu'un seul participant à se mettre debout comme agronome. C'est vrai? Il est là? Non? Il est déjà parti. Alors à ce moment-là, je me demande pourquoi je vais parler aussi. Parce qu'il n'y aura pas d'agronome dans la salle. Hein? On n'a pas encore choisi. Bravo. Et je vais me présenter comme on m'avait demandé de le faire. Je suis Marcel Augustin. Et un samedi 6 mai, quel âge que vous avez donné? 60 ans? 70? Ok. 70, 72? Ok. Très bien.
Très très bien. Un samedi 6 mai 1950, ça fait exactement 76 ans depuis que je suis né d'une famille chrétienne de 10 enfants. Donc, 4 filles et 6 garçons. Et moi, je suis le 3e garçon. Après moi, il y en a 3 autres. Et puis, les filles, il y en a 2 qui étaient mortes en bas âge. Et nous avons grandi 8 dans la famille. Étant donné que mon papa, c'est un chrétien, il était directeur chapelle Notre-Dame des Douleurs là-haut. Il nous a fait la transmission de la foi très tôt. Et combien d'années que vous allez me donner comme que j'avais fait première communion? À peu près. Nous allons interagir. Hein? À 9 ans? Ok, 10 ans. En décembre 1954, j'avais 4 ans et demi, j'ai fait ma première communion. Ça fait déjà 71, 72 ans, depuis que chaque jour, chaque dimanche, je me présente à la Sainte Table. Donc, nous avons grandi dans une famille religieuse. Et c'est mon papa qui a fait de moi ce que je suis maintenant. Je me suis marié le 1er janvier 1983. Ça fait 43 ans de mariage. Donc, nous avons eu, ma femme et moi, nous avons eu 5 enfants. Donc, il y en a un qui est déjà au ciel. Donc, il ne reste que 4 à grandir avec nous. Les 4, le premier il est ingénieur informatique, le deuxième il est architecte, le troisième il est médecin, et le quatrième, là, disons, le quatrième c'est une fille. Donc, elle étudie la gestion des affaires. Donc, voilà Marcel qui va intervenir un petit moment avec vous. Mais en qualité d'agronome, je ne peux pas rester là à parler avec vous parce que l'agronome, c'est celui qui descend au milieu de la population, surtout les agriculteurs, pour transmettre la technicité de l'agriculture. Voilà pourquoi je vais descendre pour partager avec vous mes expériences professionnelles depuis de nombreuses années. On m'a dit d'essayer. Je ne suis pas venu faire du prosélytisme avec vous. Non. Tout simplement, si le Seigneur vous appelle à devenir agronome, c'est à la lumière de l'Esprit Saint que vous allez le devenir. Parce que être agronome, c'est comme Monseigneur Harris, c'est vraiment un sacerdoce. Si on n'a pas la vocation de devenir agronome, vous ne le serez jamais. Et c'est pourquoi, un matin comme aujourd'hui, le plus souvent dans l'histoire, il y a une phrase qui vient toujours à l'idée chez les étudiants. L'histoire, c'est un perpétuel recommencement. Je me rappelle un matin, le 6 juin, comme aujourd'hui, en 1972, j'étais comme vous en philo, en 72. Mais depuis la 5e
j'avais nourri l'esprit d'être médecin. Et pendant toute la carrière classique, il y avait sur mon cahier le signe, comme les médecins en bas, médical docteur. En philo, 1972, j'étais aux examens le 6 juin. Mon papa devait travailler. Il avait invité beaucoup de paysans à venir l'aider. Et ce jour-là, personne n'était venu. En regardant mon papa travailler seul, je me suis dit, mais pourquoi aller faire médecin? C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'aller me faire agronome. Je me suis rendu à la faculté d'agronomie. J'ai réussi sur 409 élèves qui ont été composés. J'étais 19e. On allait prendre 20 étudiants seulement en agronomie. Étant donné que on avait donné les résultats au mois de novembre, entre-temps, quand j'ai fini de composer, on allait ouvrir la faculté en novembre. 15 jours avant, on m'a fait chercher, le président de la République m'a fait chercher pour me faire militaire. Donc à ce moment-là, on avait retenu les 10 premiers lauréats. J'étais parmi. Donc on a été à l'académie militaire pendant 1 an. On a dû me remplacer par un autre étudiant. J'ai perdu l'année. Et en mai, je devais composer pour entrer à l'académie à Porto Rico. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a dit tous les étudiants qui ont déjà 21 ans ne seront pas capables de se rendre à Porto Rico. J'avais déjà 21 ans. À ce moment-là, j'ai dit laissez tomber. J'ai perdu l'année et j'ai été à nouveau à la faculté d'agronomie. À ce moment-là, j'ai été à nouveau 24e. On a pris exactement 24 élèves. Et voilà comment, depuis 73 à 77, je suis diplômé comme agronome. Et voilà mon parcours. Donc à ce moment-là, j'ai commencé ma carrière agronome en 1977. L'année prochaine, ça va nous faire exactement 50 ans. Nous sommes en train de préparer notre jubilé pour les 50 ans de profession. Les expériences professionnelles que j'ai eues, comme jeune agronome, j'avais fait ma résidence, il fallait faire 2 années de résidence. Après les 2 années, on m'a envoyé à Jacmel. De Jacmel étant, j'ai passé 9 mois à Jacmel à Marigot. Ensuite, on m'a transféré à Fort-Liberté comme agronome de district. De Fort-Liberté, en novembre 1982, on m'a transféré à nouveau à Port-au-Prince comme agronome de district de Port-au-Prince. En juin 1983, j'ai passé 8 ans à travailler à Morgan. Et puis ensuite, jusqu'à ce que je vienne de terminer ma carrière au ministère de l'Agriculture comme directeur de production végétale. Donc alors, les principales réalisations que nous avons faites depuis ces 50 ans, vraiment, elles sont nombreuses. Mais il y en a certaines que je pourrais partager avec vous, parce que je me rappelle, il y avait des paysans. Alors, nous avons... Tu peux prendre pour moi, c'est bien. C'est bien, c'est bien. D'accord.
c'est un livre que je viens d'écrire. C'est comme si mon Seigneur le savait parce que ce livre a beaucoup de rapport avec ce qu'on fait là. Donc alors là-dedans, il y a beaucoup d'expériences que j'ai réalisées et que j'ai mises dans ce livre. Donc, l'une des expériences la plus concrète, c'est l'augmentation des revenus des agriculteurs de la zone de Kessoff et Grenier-Fessard. À un certain moment de la journée, les paysans ne pouvaient même pas avoir de l'argent pour faire l'éducation de leurs enfants. Mais après mon passage, presque tous les paysans, ils sont sortis d'un niveau A vers un niveau beaucoup plus élevé. Donc au fur et à mesure, je vais partager avec vous d'autres expériences. Donc pourquoi ai-je choisi l'agronomie? Je vous l'ai déjà dit. C'est parce que mon papa, il n'a jamais travaillé dans les fonctions publiques. C'est simplement avec l'agriculture qu'il a fait nos études. Et nous sommes les 8 à terminer. Et quand j'avais vu mon papa travailler seul, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui a rapport avec les paysans, les agriculteurs de la zone. Et voilà pourquoi j'ai été à Damiens. Qu'est-ce qui m'a permis de persévérer? C'est parce que quand on a fait l'évaluation, le plus souvent dans les zones de travail, eh bien, on a considéré effectivement qu'il y a une augmentation des revenus de la population, il y a une augmentation de la production. Je me rappelle par exemple en 2008, il y avait une crise alimentaire. À ce moment-là, on m'a envoyé comme représentant du ministère au sein d'une organisation qui s'appelle FAO, qui travaille pour le développement de l'agriculture. Eh bien, nous avons intensifié l'agriculture et nous avons fait passer la production des tubercules, la production céréalière à un niveau satisfaisant. Donc, ça m'a aidé vraiment à tirer des leçons tout à fait favorables pour devenir réellement un agronome de carrière. Comme message, nous avons mis l'agronomie n'est pas seulement un métier, c'est une mission au service de la vie en général. Parce que quand on est agronome, on fait la science qui s'appelle la biologie. La biologie végétale, il y a la partie animale, parce que dans l'agronomie, on parle. Yes, il y a les marqueurs. Donc, dans l'agronomie, c'est FAMV, c'est Faculté d'agronomie, médecine vétérinaire. Alors, à ce moment-là, après 2 ans, les étudiants qui ont choisi la médecine vétérinaire, eux-mêmes, ils vont étudier les sciences animales. Et nous autres, nous avons poursuivi avec les sciences agricoles. Donc c'est pourquoi on parle de la vie en général. Alors, la faculté, c'est FAMV. C'est Faculté d'agronomie, médecine vétérinaire. Alors, pourquoi devenir ingénieur agronome? L'agriculture nourrit le monde. Parce que même si on parle de tout, que vous soyez médecin, que vous soyez n'importe quoi, à un certain moment de la journée, vous devez quand même passer à table. Non pas pour vous nourrir des aliments inertes, hein, des aliments qui viennent de l'agriculture. C'est pourquoi l'agronomie, c'est la base fondamentale de la société. Donc, aucun pays ne peut vivre sans agriculture. Même s'il n'y a pas de terrain pour faire la pratique agricole, mais ce que vous allez manger, vous allez les importer.
La sécurité alimentaire est un enjeu mondial. Être agronome, c'est devenir un acteur de vie, de développement, un acteur de développement qui contribue d'abord à nourrir la population, à protéger l'environnement. À protéger l'environnement, nous pouvons prendre quelques expériences que nous-mêmes nous avons menées, nous avons conduit dans les hauteurs de Kescoff. Kescoff, c'est peut-être maintenant vous avez beaucoup entendu parler de Kescoff. Kescoff, c'est un château d'eau. Il y a 3 rivières principales qui sortent de Kescoff. Il y a la rivière Grise de ce côté, qui descend vers la plaine du cul-de-sac. Il y a la rivière Fouad qui sort de la ville de Kescoff qui descend vers Carrefour. Et il y a la rivière Momance qui sort de Flissi pour aller se jeter à l'Erogan. C'est pourquoi l'expérience de protection de la sélection à Kescoff était formidable. Une expérience fondamentale que nous avons conduite dans la zone de Kescoff, c'était la construction des citernes familiales. Vous savez pourquoi? Un jour, il y a un agronome, François Sévrin, et moi, nous devions aller dans la zone des Bouquets, Montagne Noire. Et puis en passant dans une zone qui s'appelle Viard, tu as un petit marchand de légumes, carottes, qui a lavé poireaux dans un petit clos. Et je disais à l'agronome, il faut aller voir exactement côté de nous a sorti qui a baillé. Marchand la possibilité de laver leurs légumes. Effectivement, nous descendons la machine, nous logeons au Tiravé. À une dizaine de mètres de chez les enfants, parce que après 43 ans de mariage, qui est ça? Pas que nous n'avons pas fait. Parce que le premier visite, il y a un pile visite. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai vu? Dans le droit qui montait en l'air, même machin qui a lavé les légumes, les poireaux, les betteraves, les carottes, pour prescription, c'est la peine de faire besoin de vision. Nous avons carottes. C'est à ce moment-là que je me suis dit à l'agronome, c'est ma possible. Pour nous quitter au bagage comme ça, et nous avons été à une organisation internationale qui nous a permis de trouver du financement. Nous faisons des citernes familiales, près de 50 citernes dans la zone là, qui a fait collecte de l'eau de pluie, et citernes de 3 000 gallons chaque citerne. Citernes de des possibilités par rapport à plus journée dans la zone Kescoff là, 400 mm de pluie par année, il y a des possibilités pour remplir 4 fois dans l'année. Ça fait chaque paysan des possibilités pour qu'il y ait 12 000 gallons d'eau. Beaucoup de cuisine là. À ce moment-là, il parle de la vie carotte dans l'eau qui est infectée à matière fécale. Voilà une expérience fondamentale que nous avons faite. Non seulement que nous contribuons à l'hygiène alimentaire, mais l'eau qui a ruisselé sur le caillou, c'est l'eau qui a fait érosion de ça. Donc, nous avons dans la citerne là. Alors là, nous avons parlé d'expérience en matière de protection de l'environnement. Améliorer les revenus des agriculteurs. Dans la zone Kescoff, ils ont la possibilité de faire une récolte d'oignons chaque année. Ils ont semé l'oignon en mois de janvier, ils ont fait repiquage là en mois d'avril, ils ont récolté en juillet. À ce moment-là, nous nous sommes dit qu'il y a possibilité de faire des récoltes d'oignons. Avec ce thème-là que nous faisons, ça vient faire que nous permettre que nous venions faire pépinière les sécheresses pour nous faire des récoltes oignons. Troisième expérience que nous faisons avec amélioration du revenu agriculteur, c'est que moi-même, j'ai commencé à faire des émissions radiophoniques depuis en 1979. Dans Télé Nationale, Radio Nationale, Télé Soleil, alors pas comme les Télé Soleil, Radio Soleil. Avec une expérience que j'avais faite sur les haricots,
Un matin, j'ai été au ministère de l'Agriculture pour faire quelque chose pour aller à l'Église. Et j'ai rencontré un petit paysan avec un petit sac qui m'a marré dans cette huile. Comme il me disait, tu m'as amené, mais ça va bien bagarre pour faire phénomène de sécurité. Et à ce moment-là, moi, je dis, fils de paysan, puis ça m'a demandé, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure? C'est à ce moment-là, il dit, m'a cherché que agronome. Moi, je dis, qui est sûr? Il dit, nous, agronome, nous aider François Sévrin, l'autre a aidé Marcel Augustin. Moi, je dis, pour qui ça? Il dit, parce que ces deux agronomes avaient fait une émission à la radio. Petit, moi, nous étions savannés dans le plateau central. Petit, moi, copié émission, ils ont enregistré pour moi, sous poids. Chaque fois que nous avons planté une bagaille, et puis nous passons l'émission, nous tentons ça pour nous. C'est pour la première fois que j'ai vendu des haricots pour $900, pour $50 pour Jacques. Ça m'est fait sortir. De Port-au-Prince, m'a dit que nous juste savané. Grâce à une émission qui me fait sous radio. La même chose se produisait avec un planteur d'un côté de notre pays. Monsieur Rivière ici, dès qu'on fait une émission sur pomme de terre pour m'expliquer comment les agriculteurs que nous faisons 5 à 10 caisses pommes de terre, les planter une caisse, ils aiment faire émission, nous montrer les techniques de plantation, ils ont faire 250 caisses à l'hectare. Même paysans, ça, on aime rencontrer dans le dernier an. Nous avons côté une banque pour les banques nationales. Eh bien, monsieur dit, alors, est-ce qu'on dit ça? Il dit non, je ne sais pas, mais ça fait au moins qu'il y a un bon travail. Il dit, Maroulon, c'est Rivière ici. Ou tu fais une émission sur pomme de terre. Depuis les samars sur son dédia, où il y a mon petite capacité de médecine en Allemagne. Moi, il y a un qui a travaillé dans la contribution grâce à son dédia tellement dans le pomme de terre pour les amis. Voilà mes expériences personnelles. Donc, en fonction de l'augmentation revenu des paysans. Expérience, nous dit de la société agricole de développement au-dessus. Dans le livre, ça, c'est exactement ça que nous racontons. Toutes les expériences que nous avons menées de la zone de Grenier fait ça, aujourd'hui dans le livre, ça, que nous préparer à l'intention du monde qui besoin. Et puis ensuite, nous dit, c'est créer des emplois. Alors, être agronome, c'est faire tout le bagage, créer des emplois. Pour nous contrôler le reboisement, pour contrôler l'érosion dans le monde, par contre, c'est nous qu'on a des gabions. Par contre, gabions. Gabions, c'est un panier en fil métallique que nous pouvons ingénieurs faire, nous mettons pour barrer les rivières, nous mettons pour barrer. Donc, c'est lui que nous gabions. Eh bien, au niveau du district agricole de Port-au-Prince Sud, nous avons établi 4 ateliers de fabrication de gabions qui vont permettre tous les jeunes garçons qui dans ce zone apprendre la technique de fabrication de gabions. Autrefois, c'est au Brésil qu'on nous commandait, mais à un certain moment de la durée, Port-au-Prince vient propre fabrication de gabions par eux, et si M. Sanyo tellement fait quoi, pour ne pas arrêter dans le pays encore, il a pratiqué pour ne pas ça. Alors, ça, ce sont quelques expériences que nous avons partagées avec nous. Les enjeux actuels de l'agriculture. Mes chers amis, en Ouganda, être médecin, être ingénieur, être toute l'autre profession que nous connaissons. Nous avons une population de 12 millions de personnes à nourrir. Et dans le ça qu'il a fait pour lui là, c'est exactement Santo Domingo, sans produit à Santo Domingo. Nous connaissons le cher qui est. Et le plus souvent, la gagne des bagailles qui des pesticides. Un petit exemple avec ça. Alors, nous connaissons que nous arrivons haïtiens à manger du riz. Par contre, c'est le comme ça.
haïtien qui devait faire côté de dire, si on va jouer dessus, vous mangez, on va bon. En regarder, je prends un seul exemple avec nous sur la production du riz. Soit du côté qui nous fait du riz, à nous, comment nous le même si nous ne pouvons pas le faire à nous, nous ne pouvons pas faire autre bagage, mais il faut que nous ne pas faire parce que c'est le cas. Zone, nous produisons du riz, nous avons une zone risicole. En Haïti, il y a une zone potentielle pour le riz qui s'appelle l'Artibonite. L'Artibonite a 32 000 hectares de terre qui est capable de produire du riz. Il vous reste 15 minutes, monsieur. Ça, c'est bon. Oui. Alors, disons que l'Artibonite a 32 000 hectares de terre qui est capable de produire du riz. La production du riz national, c'est 110 000 tonnes de riz par année. 110 000 tonnes. La consommation nationale d'Haïti, c'est 452 000 tonnes de riz que nous avons mangé. Parce que autrefois, les moi-même, nous avons grandi, c'est simplement les dimanches seulement que nous avons mangé du riz. Pas qu'à faire manger du riz chaque jour. Nous n'avons pas fait pour votre Noël dans la rue. Mais couler là, ça qui est passé, mes chers enfants. Il y a des gens qui commencent à manger du riz et puis à déjeuner. À une des midi, il y a mangé du riz encore. Ça vient faire que, avec 110 000 tonnes que nous produisons, la consommation vient passer à 452 000 tonnes. Qui côté nous jouons le reste du riz ça? À ce moment-là, c'est l'importation, pas ça? L'importation en dollars, et nous pas produisons dollars, c'est une cause de pauvreté qui n'a plus là. Moi, je fais une expérience de l'Artibonite. Chaque paysan produit 1,5 tonne à 2 tonnes du riz sur 1 hectare de terre. Ça veut dire 10 000 hectares, 10 000 hectares. Il y a possibilité de faire passer de production de quantité de 2 tonnes et demie à 5 tonnes métriques à l'hectare. Si nous avons 32 000 hectares de terre, multiplier 32 000 par 5 pour nous, pour nous téléphone. 32 000 multiplié par 5 tonnes à l'hectare. 32 000 multiplié par 5 tonnes à l'hectare. Ça fait combien? 160 000. 160 000 seulement. Regardez point. 160 000. Alors, si c'est 160 000, c'est étant donné que. Combien tu as? 5 tonnes à l'hectare.
L'unité de classe de 30 000, ça fait 40 000. Les grappillés dans la zone Fort Liberté, arrive à nous de 7 500 hectares de terre. Ça fait nous 47 500 hectares de terre. Et nous grappillés dans Saint-Louis du Nord, Saint-Louis du Sud, nous venons monter à peu près à 81 000 hectares de terre et nous grappillés tout côté qui vient de zone réciclable. Étant donné qu'il y a 2 productions de riz par an, une première récolte que nous faisons en avril, ou deuxième récolte que nous faisons en novembre. L'on a 80 000 hectares de terre, à 2 récoltes, ça fait 160 000 hectares. Maintenant, on multiplie 160 000 par 5. Avec des tonnages de 5 tonnes à l'hectare, à ce moment-là, c'est pour permettre que nous ayons des possibilités pour ne pas importer du riz. Il suffit qu'on ait des techniciens capables de faire passer la production de X tonnes à Y. Alors, à ce moment-là, nous sommes capables de résoudre le problème des ingénieurs. Croissance de la population, besoin de nourriture, déplacement des planteurs, c'est une bagaille qui est extraordinaire maintenant avec cette histoire de sécurité des planteurs des zones de production que tout en déplacement. Donc, alors, problème agriculture, bagaille chargée. Donc, là, c'est tout élément qu'on a besoin pour nous capables de faire passer la production de tel niveau à tel niveau. Tout ça, c'est nous avons besoin de nous, toujours capables de faire nous joindre pour nous libérer l'économie. Et puis, une bagaille, c'est capable de vivre nous à. C'est le changement climatique. Bien là, c'est pas, par exemple, on vient de développer les différents cyclones cette année. Donc, automatiquement, les cyclones, les sécheresses et l'inondation, à ce moment-là, agissent sur la production. La dégradation des sols, l'érosion, déforestation, sécurité alimentaire, dépendance alimentaire, hausse des importations, tout ça, ce sont des causes majeures qui invitent nous-mêmes, jeunes, à vous faire à boulot. Parce que si ce n'est pas ça, la population n'a plus cette augmentation, n'a toujours la dépendance. Et dans la modernisation de l'agriculture, on parle de la mécanisation agricole. Je me rappelle, mes chers amis, oui, si nous voulons nous mettre faire photo, il n'y a pas de méditer sur nous, on va réfléchir. Il nous reste 10 minutes. Très bien. Et puis, on parle de l'irrigation. Quand on parle de l'irrigation, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez ça va dire l'irrigation? Qui est-ce que vous avez appelé l'irrigation? À ce moment-là, on va parler à la ville seulement. Ce n'est pas une irrigation, non? Non, l'irrigation, c'est quand on prend l'eau, on maîtrise l'eau et puis on la conduit vers l'implantation. C'est ce qui s'appelle l'irrigation. Des canaux, ou bien en maçonnerie, ou bien en terre, ou bien des tuyaux. Il y a l'irrigation intelligente. Par exemple, en Israël. En Israël, on a un système d'irrigation. Il y a des appareils qui tout mesurer quantité de l'eau que chaque parcelle a besoin. Quantité d'engrais, de tout faire mélange là, dans un système. Et puis, l'eau aller directement. C'est ce qu'on appelle l'irrigation intelligente. Et puis ensuite, qui s'amène nous dit l'agriculture numérique ou digitale basée sur la structuration, l'utilisation des technologies modernes. Donc à ce moment-là, c'est tout ça que nous sommes capables d'utiliser. Par exemple, maintenant, qu'est-ce qu'on fait au niveau du système agriculture? Et de côté, c'est avec drone qui va contrôler l'état de plantation, si le besoin fertilisant, si le besoin de traitement chimique, c'est avec des drones que nous pouvons faire là. Avec des GPS, avec les capteurs connectés, avec les applications mobiles, avec l'intelligence artificielle. Donc alors tout ça, ce sont des techniques que nous sommes capables d'utiliser pour nous capables de faire produire beaucoup plus. Alors,
petite question pour l'Assemblée, si vous voulez. Comment nourrir davantage des personnes avec moins de terres disponibles là? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Puisque nous n'avons pas assez tellement de terres, une population de 12 millions de monde pour 28 750 km, 750 hectares, à ce moment-là, pas de moyens pour nous capables. Qui ça nous fait? Nous obligés de faire ça agriculture intensive. L'agriculture intensive, c'est une petite parcelle, mais pour tellement mettre de technicité là-dedans, au lieu de produire une petite quantité, mais bon, à quelques rendements dans une petite périmètre donné. Les défis du jeune agronome. Donc, s'il y a des jeunes parmi vous qui voudraient vous faire agronome, il y a des défis quand même à relever. Tout d'abord, défis professionnels. Il y a le marché de l'emploi. Quand on dit marché de l'emploi, c'est parce qu'au niveau de l'État, il n'y a pas tellement de capacité pour innover tout agronome qui a diplômé. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Il y a un manque de financement, il y a accès difficile au crédit. Tout ça, ce sont des défis pour les jeunes agronomes. Il y a adaptation au changement, faible productivité, défis sociaux. Il y a exode rural, déplacement des populations vers les camps. Il y a vieillissement des producteurs. Parce que l'homme, par exemple, papa, ou même pour la mourir, parce que papa n'a jamais acheté de nourriture dans les marchés. Sinon, de nourriture seulement. Parce que là-haut, nous faisons tout ça que nous avons besoin pour vivre. Donc c'est simplement du riz, étant donné qu'on ne fait pas du riz là-haut. Donc, maintenant, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes à substituer ces gens qui sont vieillis. Donc, il y a l'inexistence des entreprises et services de base, réduction du système des marchés. Donc, tout ça, ce sont des choses que nous mettons là-bas. Défi personnel, persévérance. Parce que là, il faut qu'il y ait des gens là qui s'intéressent vraiment à ce phénomène. Mais si pas des gens qui sont intéressés à faire l'agronome, parce que là, on n'est pas capable de relever des défis. Donc, comme message que vous mettez pour nous, les difficultés ne sont pas des obstacles. Des obstacles surmontables, mais des occasions d'innover. Même s'il y a des difficultés, par exemple, nous ne pouvons pas jouer une crédit agricole, nous ne pouvons pas jouer, par exemple, pour marché de l'emploi, mais à ce moment-là, nous avons quand même des possibilités pour nous contrôler tout ça. Donc, les opportunités de demain, donc c'est l'agriculture moderne, l'agriculture biologique. Par contre, si nous connaissons ça, ça veut dire agriculture biologique. On peut en parler, non? L'agriculture biologique, c'est l'agriculture qui se fait sans traitement chimique, sans engrais, naturellement comme ça. C'est ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Coulier là, moun à l'étranger, il y a tellement des choses cancérigènes dans la production agricole là, il y a couru des agricultures biologiques pour lui là. Et c'est ça que fait l'agriculture biologique là, ils vendent plus cher que toute notre agriculture. Donc alors c'est ça que nous dit l'agriculture biologique. L'agriculture intelligente face au climat. L'agriculture intelligente c'est quoi, mes chers amis? C'est par exemple d'un côté qui n'a pas gagné possibilité pour cultiver. Alors, par rapport avec le climat, nous venons avec un système de serre agricole. Serre là, c'est un plastique, ou un gaz plastique, mais qui contrôle la température, qui contrôle l'humidité, pour les là, au lieu qu'on fasse seul récolte pour l'année, on est capable de faire 2-3 récoltes. Et dans les zones de climat, par exemple tempéré, au Canada, aux États-Unis ou bien à Santo Domingo, nous faisons un pile culture sous serre qui permet que nous ayons une production pendant toute l'année. Et puis ensuite, entreprise agricole, production animale, transformation, tout ça, ce sont des défis que nous sommes capables de travailler pour nous relever. Et puis, nouvelles technologies, nous parlons de drones, nous parlons de l'Italia, nous parlons des systèmes d'information géographique. Système d'information géographique, là, c'est qui ça?
c'est à partir des côtés centrales là, et puis pour un appareil pour voler contrôler tout côté qui est possibilité pour faire tuer, pour faire pomme de terre, pour faire culture maraîchère, pour faire n'importe quel autre bagage. Donc c'est ça le système d'information géographique. Et puis ensuite, nous avons l'intelligence artificielle, nous connaissons que nous très fort là-dedans. Irrigation intelligente, nous parlons de nous parlons de développement durable, gestion des bassins versants. Gestion des bassins versants, c'est les gens qui ont tout à l'heure. Par exemple, dans la zone catastrophe, moi je connais qui gens pour contrôler les bassins versants. Par exemple, dans le monde l'hôpital, à un certain moment de la durée, il y avait un projet qui s'appelle OSAM. C'était Office national des contrôles bassins versants, pour au moins ça payé. Et bien, nous faisons près de 50 citernes familiales et communautaires. Familiales, c'est 3 000 gallons, communautaires, on fait jusqu'à 10 à 12 000 gallons. Et bien, peut-être qu'il y a des kilos qui ont descendu Port-au-Prince pour le bagage. Donc, alors, c'est ça que nous parlons de développement durable. Gestion des bassins versants, reboisement, construction des citernes familiales ou communautaires, conservation des ressources naturelles et protection de l'environnement. Donc, marché émergent. Alors, pour nous se faire comprendre, mon marché qui a gaspillé dans le des produits biologiques. C'est-à-dire, vous avez carottes, betteraves, choux, qui fait sans engrais, sans pesticides. Et bien, bagage ça, nous vendons une tête chargée, nous vendons un pile corps. Donc, vous devez développer un point de vente pour produits biologiques. Semences améliorées. Par exemple, moi, je dis, nous, dans la Tibonite, les paysans, on fait 1 tonne, 2 tonnes et demie à l'hectare. Pour dire, eh bien, nous sommes capables de faire venir des semences que nous vendons, qui sont capables jusqu'à 10 à 12 tonnes à l'hectare. Bon, alors là, moi je venu conseil aux jeunes agronomes. Les 10 qualités de bon agronome. Donc ce n'est pas simplement être agronome, mais il y a des qualités qui marchent avec le bon agronome. Donc, alors, partir des 10 qualités. Donc, mettez-vous là pour nous, étant donné qu'il est presque arrivé, conclusion et rappel. C'est ça que. Bon, alors presque fini avec nous, parce que les 10 qualités, c'est nous besoin d'être un bon agronome. Et puis, conclusion et appel à l'engagement. Chers jeunes agronomes, l'avenir de notre agriculture dépend de vous, de votre génération. Si, pour ne pas demander ces noms que fait pour nous, il faut qu'il y ait des jeunes vraiment qui investissent professionnellement pour nous capables de vivre indépendants de nous-mêmes. Alors, moi je mettais une petite conclusion pour nous. Donc, notre pays a besoin d'hommes et de femmes compétents, comme nous-mêmes, innovateurs, des gens qui ont fini avec des choses qui peuvent faire par le marché des entrepreneurs agricoles. Des psychologues ont parlé de ça, des leaders ruraux, honnêtes et intégrés. Donc, et puis finalement, ne voyez pas l'agronomie comme un simple emploi, mais comme une vocation, une responsabilité, une opportunité de transformer des vies, un moyen de contribuer à la souveraineté alimentaire et au développement national. Voilà un peu, si vous voulez devenir agronome, mes chers amis, ce que vous devez pratiquer. Il y a un pile d'autres bagages qui m'a dit, bien dommage, parce que agronome, c'est nous qui parlons en pile. Donc c'est bien dommage, il est personnellement devant moi, mais en tout cas, nous sommes presque en gros tout ça qui est capable de continuer. Vous voulez devenir agronome? Eh bien voilà, il est là. Agronome, c'est pas mon métier. D'ailleurs, agronome, nous étudions presque toute l'autre science qui gagne dans l'autre science. Et c'est ça qui fait que agronome, nous, le plus souvent, nous sommes capables de faire ingénieur parce que nous faisons mécanisation rurale, nous sommes capables de faire médecin parce qu'on fait biologie en profondeur, nous sommes capables, avec zoologie que nous faisons, nous sommes capables de faire toutes sciences médicales. Et puis ensuite, notre bagage qui est extraordinaire, c'est qu'à un certain moment naturel, nous avons joué un agronome dans toute sphère politique, parce qu'ils vont étudier sciences politiques. Merci en pile. Espérez le jour, nous avons rencontré des arts, nous, moi-même, déjà dit tonton parler, nous avons des jeunes agronomes qui sont capables de continuer à faire ce métier, le métier valable. Merci.
Oui ou non? Est-ce que la mission de vie peut être englobée dans faire le mannequinat? Ça peut rentrer dans une activité de mission. Vous comprenez? C'est pas fermé à ça. Allons dire, moi-même, je veux donner, dans mon travail de psychologue, je veux donner aux jeunes les compétences pour avoir la confiance en soi. OK? L'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Parce que moi-même, l'humain est très important pour moi. Le nez en l'air tout le temps, pas baisser les yeux et être digne. Donc, pour ça, il faut avoir confiance en soi. Donc, je peux dire, dans mon métier de mission d'aider les gens, en général, je vais faire du mannequinat moi-même et aider d'autres filles et des garçons qui n'ont pas confiance en eux pour pouvoir sortir de leur timidité à travers le mannequinat pour rentrer dans la mission de ma vie. Tu comprends? C'est comme une activité à l'intérieur. Donc, il faut savoir c'est quoi le rêve, c'est quoi la mission. Maintenant, les objectifs pour arriver là peuvent être les petites activités comme mannequinat. Qu'est-ce que tu as mentionné encore? Pour les grands métiers ou les petits métiers? Non, je parle de la mission. Ok, dis-moi, donne-moi un choix là. C'est quoi un des choix que tu peux... La médecine. Ok, pourquoi la personne... Est-ce que c'est toi ou bien une personne? C'est moi. C'est toi. Eh bien, ne prenez pas pour quelqu'un d'autre. Ok. Si tu veux être médecin, pourquoi tu veux être médecin? Parce que j'aime les gens. Ok. Je veux sauver des vies. Voilà. Ok, donc après ça, quel autre métier tu avais? La science juridique. Les sciences juridiques. Pourquoi tu choisis sciences juridiques? Les mêmes réponses. Non, dis-moi encore. Non, est-ce que tu peux sauver une vie? Bien sûr. Et au niveau médical ou bien au niveau de... Comme si dans la société... parce qu'il faut questionner. Si je veux être médecin, est-ce que je peux voir les morts devant moi? Est-ce que je peux voir le sang devant moi? Hein? Est-ce que j'aime être dans un milieu médical stressant? Je pense que Dr. Mambo peut t'expliquer. Parce que la personnalité doit aller avec ça aussi. Sauver la vie comment? Tu vois? Quoi d'autre? Tu as dit architecture? Comment architecture va? Pourquoi architecture? J'aime inventer, comment dire, et venir avec de nouveautés. Exemple, j'ai pris génie civil aussi, tout ça. Il y a beaucoup de choix, donc il faudra réduire ça. Ok, donc il faut poser les bonnes questions, pour pouvoir réduire à 2 ou 3. Ok? Qui d'autre encore? Ben oui, qui d'autre a une question? Vas-y. Combien de questions? C'est ça, oui, combien de questions? Nous allons uniquement recevoir une autre question à l'endroit de Madame Landrin. Pour ceux et celles qui veulent rencontrer Madame, après, dans les bureaux de rencontre, vous allez avoir les indications de la part des membres du courrier, Chiara et Naïra. Dernière question, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour madame. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre séance, votre intervention et votre parcours très motivant, très inspirant. Ok, ma question est la suivante. Lorsqu'on est convaincu d'avoir le savoir, comment peut-on savoir que c'est réellement le bon choix et non simplement une idée à laquelle on s'est habitué ou attaché pour voir si c'est le bon choix? Je vais reprendre la question. Oui. Lorsqu'on est convaincu d'avoir trouvé sa voie, comment peut-on savoir que c'est réellement le bon choix et non simplement une idée à laquelle on s'est habitué ou attaché? Ok, donc merci aussi pour la question. Et comment savoir que c'est le bon choix? L'intuition, l'introspection et les moments de réflexion pourraient répondre à ça. Parce que dans la vie, quand on avance et qu'on reçoit des signaux négatifs,
des obstacles à n'en plus finir, ce sont des réponses à est-ce que c'est pour toi, est-ce que ce n'est pas pour toi. Donc, est-ce que tu comprends? C'est dans la satisfaction personnelle et c'est dans la fluidité de ce cheminement pendant que tu fais ce parcours. C'est-à-dire, allons dire que tu choisis et donne-moi un choix de métier que tu aurais dit. Ingénieur robotique. Robotique, ingénieur robotique. Ok, d'accord. Donc, où est-ce que tu aurais aimé apprendre ce métier? Tu as déjà trouvé l'université? Haïti. À l'international. C'est pas en Haïti. Ok, c'est où? Au Canada. C'est au Canada. Et il faut appliquer pour aller là. Maintenant, allons dire que tu appliques pour rentrer à l'université au Canada et tu reçois tout de suite ce visa d'étudiant et tu reçois tout de suite une réponse positive de l'université et tu trouves les fonds. Eh bien, ce sont des réponses que c'est pour toi. Mais si tu essayes, tu as un échec, tu essayes un deuxième, un troisième, un quatrième, mais tu le fais avec toute humilité. Vous voyez, avec la prière, avec la confiance et avec dire, bon, si je suis ingénieur en robotique, voilà comment je vais aider ma vie, voilà comment je vais aider les autres. On n'est pas là pour nous-mêmes, on n'est pas là pour vivre pour soi-même. Donc, si tu choisis un métier qui va seulement être bénéfique pour toi-même, l'univers pourrait ne pas te répondre de la même manière. N'oubliez jamais cette phrase. Ce métier, est-ce qu'il est bon pour moi? Est-ce qu'il est bon pour tout le monde? Est-ce que ce que je fais va bénéficier moi-même et tout le monde? Oui, eh bien, je vais aller là-dedans. Maintenant, en tant qu'ingénieur robotique, est-ce que je vais aider le monde à comprendre des choses? Est-ce que je vais contribuer dans la science, dans telle chose? Et puis maintenant, aller de l'avant. Maintenant, les réponses, si c'est pour toi. Parce que n'oubliez pas que moi, quand je venais de finir la philo, c'était pas le moment pour moi de rentrer dans mon métier de rêve. Donc, j'ai été dans le flow. On m'a dit ça, j'ai dit OK. J'ai pas dit quelle idée, ma fille secrétaire, ça c'est pas moi, et que je veux ci, je veux ça, je vais aller à l'université en France. On m'a dit c'est ça, c'est tel côté, me dit OK, dis mon Dieu, si choisis ça pour moi, puis c'est comme ça pour commencer. J'étais humble et je l'ai fait avec tout mon cœur et j'ai réussi bien là-dedans. Donc, c'est pas seulement faire pour faire. Donc, est-ce que vous comprenez comment avancer dans la vie? C'est pas dehors qui vont vous donner les réponses. C'est à l'intérieur de vous qu'il faut trouver les indices pour continuer à avancer. Les signaux positifs te disent que tu es dans le bon métier et que le moment est là. Donc, il faut maximiser. Mais si ça te dit d'arrêter, arrête. Réfléchis, fais l'introspection, prie pour savoir quel chemin prendre. OK? Donc, il faut retenir, il n'y a pas un chemin qui amène à... Vous n'allez pas arriver directement nécessairement. OK? Est-ce qu'il y a une autre... Bon, il n'y a pas d'autre question parce que c'est la dernière. L'heure est arrivée. Alors, chers amis, avec le grand honneur, je déclare la première pause ouverte. Après cela, nous allons avoir l'honneur d'accueillir Monsieur Marcel Augustin, tout de suite après la pause. Merci.